E aí, pessoal, aqui é Diego para mais um episódio do Diverse Língua e neste episódio eu irei conversar em francês com meu amigo Antoine do Quebec e iremos falar sobre o tema de como aprender diferentes idiomas ao mesmo tempo. A gente também vai ter, no final do episódio, a gente vai falar um pouco, a gente vai conversar um pouco em português, porque o Antoine é um poliglota, ele sabe 6 idiomas. E o episódio está cheio de dicas, espero que gostem. E já vou me desculpando se eu errei alguma coisa no francês, mas é assim, né? Se você quer ficar fluente, você tem que se expor e errar no idioma, mesmo quando você já tem um certo nível que pode conversar fluidamente, beleza? Então fiquem com o episódio. Bonjour tout le monde, ça va bien? Merci d'être avec moi. Aujourd'hui, je suis très content que vous écoutiez ce balado. Moi, je m'appelle Diego, je suis passionné par les langues et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler avec Antoine. Antoine est né au Québec, Canada, et il adore les langues. Et maintenant, il parle 6 langues, mais avant de commencer, je te demande de t'abonner à notre balado ou notre chaîne YouTube. Si tu aimes notre contenu, commente sur nos réseaux sociaux et donne-nous un j'aime. Tu peux nous trouver sur Instagram, YouTube, Facebook et Twitter. Tu devras chercher diverses langues. Tu peux aussi nous envoyer un courriel. Je serai très content de voir ton commentaire dans diverses langues euh, at gmail.com. Je ne sais pas si j'ai parlé de façon correcte, mais c'est ça. Et alors, on peut commencer notre conversation avec Antoine parce que je ne suis pas un natif en français, mais Antoine, il est né au Québec. Je suis brésilien, comme tout le monde sait. Dans ces entretiens, vous allez aussi entendre comment Antoine a appris les portugais et à la fin de cet épisode, on va aussi parler en portugais. Dans cet épisode, on va parler comment apprendre différentes langues en même temps. Euh, Antoine est né au Québec et habite à Montréal. Il s'est décrit comme language coach. Salut Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu peux te présenter, s'il te plaît. D'où viens-tu? Salut tout le monde. Je viens de Montréal, au Québec, au Canada, et je suis un passionné des langues et j'ai hâte de faire cet épisode avec toi, Diego. Merci Antoine d'accepter notre invitation parce que pour moi, c'est comme un défi pour parler en français ici. Mais je pense que c'est un bon thème pour parler en français et aussi c'est une opportunité pour moi de parler avec mes amis francophones. Bien évidemment, c'est une très une très bonne idée et je pense que de toute façon, si on attend d'être parfait dans une langue et qu'on ne parle pas avec les gens avant d'être parfait, on ne sera jamais parfait. Parce que et en fait, de toute façon, on ne sera jamais parfait, même dans notre langue maternelle. Oui, oui. Il faut pas attendre la perfection pour faire ce type de projet. Alors, je te félicite, Diego, vraiment de prendre l'initiative de parler en français, même si tu sais que tu fais des erreurs. Je trouve que Oui, et c'est je bien. sais que tu peux parler le portugais très bien. Merci. Euh, Merci d'accepter notre invitation, Antoine, une autre fois moi. Quand tu t'es intéressé aux langues pour la première fois?
Je dirais quand j'avais 13 ans, en fait. Avant l'âge de 13 ans, j'avais déjà un intérêt pour la géographie, les Mhm, autres cultures. Et à l'âge de 13 ans, en fait, il y avait un atelier d'espagnol. C'était pas vraiment un cours, c'était juste un atelier d'espagnol comme une activité parascolaire après l'école. Je pense que j'avais 12 ou 13 ans, en tout cas, bref, à environ cet âge-là, où mhm, après l'école, on pouvait aller à cet atelier d'espagnol et apprendre un petit peu d'espagnol. Et ça a un peu piqué ma curiosité pour les langues avec cet atelier-là. Et mhm, ensuite, ça c'était au primaire. Alors, quand j'ai été au secondaire après, la première année du secondaire, l'espagnol n'était pas offert, mais j'avais hâte d'arriver en neuvième année parce qu'en neuvième année, la deuxième année de secondaire, il y avait en fait l'option d'étudier l'espagnol. Et alors, j'ai mhm, dit oui, maintenant je vais, après l'atelier, ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait l'atelier. mhm, J'ai repris l'espagnol et j'ai fait l'espagnol en fait pendant environ 3 ans pendant le secondaire. mhm, Et pendant cette période-là, pendant toute la période, en fait, pendant toute ma période, la période de mon adolescence, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux langues. Alors, ça a commencé à l'adolescence et mhm, j'ai commencé surtout avec les langues latines. Alors, mhm. je faisais l'espagnol, après, j'ai commencé à m'intéresser à l'italien, mais j'ai aussi commencé à m'intéresser au danois quand j'avais 15 ou 16 ans. Alors, j'ai commencé à apprendre la langue du Danemark quand j'étais au Oh mon Dieu. secondaire. Pourquoi les Danois? Le danois, c'était un peu un hasard. C'était un peu très aléatoire parce que je voulais apprendre l'allemand au début parce que j'avais écouté un film allemand et je trouvais ça vraiment cool. Et je dis, ah, maintenant, c'est l'allemand que je vais apprendre. Mais après, je me suis dit, ah, ben, il y a déjà l'espagnol, français, anglais. J'avais commencé un petit peu l'italien. C'est des langues très populaires, des langues que tout le monde apprend. Alors, je dis, ah, j'aimerais ça faire quelque chose de différent cette fois-ci. J'ai dit, l'allemand peut-être dans le futur, mais maintenant, j'aimerais ça trouver quelque chose d'un peu plus unique. Parce que Mhm. l'allemand, c'est une langue que tout le monde apprend. Plein de gens Oui, apprennent oui. l'allemand. Mais j'ai dit, je veux rester dans les langues germaniques parce que j'ai déjà comme plusieurs langues latines. Donc, je vais Mhm. essayer une langue germanique. Et là, je me suis dit, quelle langue germanique? Est-ce que je fais le néerlandais, le suédois, le norvégien? Et là, j'ai regardé la carte de l'Europe et j'ai dit, quel pays est-ce que je ne connais pas beaucoup dans les pays germaniques? Et c'était le Danemark. Je connaissais rien sur le Danemark, juste le nom de la capitale, c'est tout. Oh mon Alors, Dieu. ma curiosité m'a mené à apprendre le danois. J'ai dit, OK, je choisis ce pays parce que je ne connais rien sur ce pays. Et ça a été tellement une belle aventure avec le danois. J'ai tellement appris de choses sur la géographie, l'histoire de la Scandinavie, les Vikings. Et aussi, avec le danois, les gens ne le savent peut-être pas, mais avec le danois, on peut communiquer avec des Norvégiens et des Suédois aussi parce que c'est des langues ultra similaires. Mhm. Alors, en fait, le danois, ça te permet pas juste de parler avec les Danois, mais aussi de parler avec des Suédois et des Norvégiens. Et c'est aussi quand même assez similaire à l'allemand, un peu moins que le suédois et le norvégien. Mhm. Mais par exemple, l'allemand, je ne peux pas vraiment le parler, mais si je lis un texte en allemand, je peux comprendre quand même beaucoup de trucs. Alors, le danois, ce n'est pas une Magnifique. langue inutile comme les gens penseraient. Et en fait, je dis toujours aux gens que je ne crois pas qu'il existe une langue inutile, même si une langue a juste 200 personnes. euh, Si tu as une connexion avec les gens, Mhm. euh, il n'y a pas il y a pas de langue inutile. Ouais, Oui, oui, c'est ça. oui. Mais est-ce que tu sais parler l'allemand aussi? Non, non, je me débrouille avec des expressions de base et je peux comprendre quelques trucs, mais Mhm. c'est vraiment juste, je baragouine. Je ne sais pas si tu connais l'expression, je Non, baragouine non. l'allemand. Baragouiner, c'est comme, tu peux improviser, mais c'est pas vraiment, Ah oui, oui. c'est comme, Oui, oui, tu oui. peux dire quelques petits trucs, là, c'est baragouiner, ouais. Ah, très bien. Mais combien de langues, quelles sont les langues que tu parles aujourd'hui, Mhm. maintenant? Alors, je vais y aller en ordre de compétences. Mhm. Alors, le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, Mhm. le danois, l'italien et un petit peu d'amharique, en fait. L'amharique, c'est la langue de mon père. C'est Mhm. une des langues parlées en Éthiopie. Et malheureusement, mon père ne m'a pas enseigné sa langue quand j'étais plus petit, alors je l'apprends depuis que je suis adulte. C'est une langue assez difficile. C'est dans la même famille de langues que l'arabe et l'hébreu, une langue sémitique. Mhm. Mais c'est un beau défi. Alors ça, c'est la langue que je parle le moins bien, malheureusement, même si
ça fait partie de mes origines, mais c'est la langue Mhm. que je parle le moins bien parmi toutes les langues que j'ai étudiées. Ouais. Ah, très bien, très bien. Et comment tu as commencé à apprendre des langues? Comment tu t'as fait pour apprendre des langues et cette chose-là? Ben, je te dirais qu'au début, c'était un peu de façon plus traditionnelle. J'avais un cours, l'espagnol, j'avais des cours au secondaire. Mhm, J'ai eu la chance d'avoir de très bonnes profs. En fait, j'ai eu deux profs que j'ai vraiment adorés, qui m'ont vraiment motivé avec l'espagnol, qui ont rendu les cours très interactifs. On avait on écoutait de la musique, on écoutait des films, des vidéos YouTube, on faisait des recettes de plats de différents pays hispanophones. Alors, c'était très interactif et je trouve que c'est ça qui m'a aidé beaucoup avec l'espagnol. C'était ce côté un peu plus dynamique. Alors, oui, c'était pas comme c'était, oui, on va dire la façon traditionnelle d'apprendre à l'école, mais avec des profs pas nécessairement trop traditionnels, qui avaient un peu plus un côté dynamique. Alors, ça, c'est ce qui m'a initié aux langues vraiment, mhm, à l'espagnol plus particulièrement. Et ensuite, je me suis rendu compte que avec les cours de langue que j'avais à l'école, les quiz, les devoirs, que c'était bien, j'avançais, j'étais quand même assez bon en espagnol, mais j'ai compris très rapidement que c'était pas suffisant de juste faire mhm, les devoirs et de juste étudier pour les quiz. Alors, j'écoutais beaucoup de films, de séries, j'essayais de pratiquer l'espagnol avec les personnes qui travaillaient à l'école, parce qu'en fait, à l'école secondaire où j'allais, mhm, euh, les, en fait, les femmes de ménage, mhm. c'était des hispanophones, c'était Ah oui. des femmes de l'Amérique centrale majoritairement. Et alors moi, je sortais de mon cours d'espagnol et je parlais avec les femmes de ménage. Et les gens me disent, pourquoi tu parles avec les femmes de ménage? Je dis, c'est des humains, là. C'est les gens, des fois, il y a un peu cette, comment je peux dire, le jugement hein, de cette personne-là qui nettoie l'école. Pourquoi tu parlerais avec quelqu'un qui nettoie? Moi, j'ai jamais été comme ça, en fait. Moi, je vois les gens comme une opportunité de Oui. partager avec les gens. Alors moi, je parlais avec c'est ça, les personnes qui nettoyaient l'école Mhm, et je pratiquais beaucoup avec ces personnes-là. Mon dentiste, par exemple, quand j'allais chez le dentiste, la réceptionniste, elle était mexicaine. Alors, je parlais avec la réceptionniste et j'avais 14 15 ans et j'allais chez le dentiste et à chaque fois que j'allais à la réception, je parlais à la réceptionniste en espagnol. Alors, une chose que je dirais qui est très importante et qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'ai voulu vraiment mettre en pratique ce que j'apprenais. oui. Et je sais que beaucoup de gens vont prendre des cours à l'école ou même à l'université. Et même si le cours est bon, même si le Mhm, prof est bon, c'est pas mhm. suffisant. Il faut pratiquer et il faut pas être gêné. Hein, il faut pas être timide. Il Oui. faut se lancer. Oui, oui. Et je pense que quand tu apprends une langue, tu dois parler avec les gens, tu dois s'intéresser pour les gens de ce type de culture. Mhm, Parce que quand tu ne fais pas une chose comme ça, tu vas être moins intéressé pour la langue. Pour mhm, moi, pour moi, c'est un plaisir de parler français avec mes amis francophones, comme tu as, comme Patricia. mhm, J'ai été connu pourquoi? Parce que j'ai connu Patricia qui est québécoise et c'est un plaisir pour moi de parler avec mes amis pour leur connaître mieux. mhm. Et c'est pour ça que je pense que les langues sont une chose très intéressante pour moi, pour connaître mieux les gens. Je ne sais Oui, pas je suis si c'est d'accord. la même chose pour toi. Oui, pour moi, c'est beaucoup cet aspect social, de connaître mieux les autres cultures, de partager avec les autres. Et en fait, moi, si j'ai personne avec qui pratiquer une langue, je perds la motivation très rapidement. Alors, j'ai Oui, oui. besoin d'avoir comme tu dis, des amis qui sont des locuteurs de la langue qui m'intéressent. Oui, Sinon, je décroche. oui, oui, oui. Et est-ce que tu as appris l'espagnol premier avant que l'anglais? Non, non, non. En fait, moi, ma situation est un peu, comment je peux dire, assez
compliqué. Mon Mhm, parcours est un peu complexe. En fait, moi, j'ai grandi avec le français et l'anglais parce que j'ai pas grandi à Montréal. Je suis né à mhm, Montréal et j'habite à Montréal maintenant aussi. Mais mhm, j'ai passé presque toute mon enfance à Vancouver, sur la côte ouest du Canada. mhm, Et Vancouver, c'est une ville anglophone. Alors, j'ai grandi dans une ville anglophone avec une mère francophone. Et j'allais à l'école francophone aussi parce qu'au Canada, même si tu habites pas au Québec, même si mhm, tu habites dans d'autres provinces, mhm, si tu habites dans une province anglophone, tu as quand même l'option d'étudier en français. Alors moi, toutes mhm. mes études primaires, secondaires, universitaires, j'ai toutes faites en français. Mais mes voisins, quand j'étais plus petite, mes voisins étaient pas nécessairement anglophones natifs parce que j'avais des voisins serbes, mexicains, guatémaltèques. En fait, les grandes villes du Canada en général, c'est très, très, très multiethnique et multilingue. Mais la langue commune à Vancouver, c'est pas le français, c'est l'anglais. Alors, dans la rue, avec mes voisins, avec mon voisinage, je parlais anglais. Avec ma mère et ma sœur, je parlais français. Avec mon père, je parlais anglais, parce qu'il n'est pas francophone, mon père. Et à l'école, je parlais français avec les profs, avec, je dirais, 50% des élèves dans le couloir et l'autre 50%, je parlais anglais avec eux parce qu'ils se sentaient plus à l'aise en anglais. Alors, j'ai vraiment grandi 50-50 avec le français et l'anglais. Ça a été deux langues. Le français, c'est ma première langue, mais à l'âge de 4 ans, j'ai déjà commencé l'anglais. Alors, l'espagnol, c'est ma seule langue. En fait, c'est ma première langue étrangère. Je ne considère pas Mhm. l'anglais comme étant ma langue étrangère, une langue étrangère pour moi. Le Ah, français et l'anglais ok. sont des langues natives pour moi. Ah oui. Et ensuite, l'espagnol, à 13 ans, j'ai commencé. Et après, j'ai ajouté d'autres langues par la suite. Mhm. Ok. Ok. Ouais. Et pourquoi le portugais? Pourquoi tu as commencé le portugais? Avant de parler sous la maîtrise de parler plusieurs langues, Mhm. pourquoi Le portugais. tu commences le portugais? Alors, le portugais, je te dirais qu'il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que mon meilleur ami au secondaire apprenait le portugais. Mhm. Et c'était mon meilleur ami. Alors, c'est sûr que quand on a des amis très proches, ça nous influence. Lui, il était vraiment passionné par le portugais. Il apprenait pas l'espagnol. Lui, il n'a pas fait l'espagnol. Et c'est très rare, hein? Mhm. Normalement, les gens apprennent l'espagnol et après le portugais. Mais lui, il a étudié un peu l'espagnol, mais il a dit non, ça ne m'intéresse pas. Je veux apprendre le portugais brésilien. Et alors, lui, il a commencé le portugais. Et il s'est fait des amis parce que, comme on vient de dire, en fait, on a besoin de ce côté interactif avec les gens. Lui, c'est la même chose. Alors, lui, il a commencé à apprendre le portugais et très rapidement, il s'est fait des amis brésiliens. Et ces amis brésiliens, en fait, je les ai connus à travers lui et on a commencé à sortir ensemble. Et je me suis dit, ah, c'est trop cool, ces gens-là sont super cool. Je veux parler leur langue aussi. Puis mon meilleur ami, je peux pratiquer avec lui. Alors moi et mon ami, on se parlait presque toujours en français, mais des fois, on se parlait en portugais parce qu'on voulait pratiquer ensemble. Et on était francophones tous les deux, mais on parlait en portugais de temps en temps. Et, euh, et le portugais aussi, la deuxième raison. Alors, la première raison, c'est à travers mon meilleur ami et les amis brésiliens que je me suis fait à travers mon ami. La deuxième raison, c'est la facilité, parce qu'avec le français et l'espagnol que je parlais déjà, le portugais, c'était une langue très accessible. Alors, c'est une langue qui est parlée par des gens autour de moi avec qui j'ai une belle affinité. Et en plus, c'est une langue qui n'est pas trop compliquée avec le français et l'espagnol comme base. Alors, Mhm. c'est ça. C'est pour ça que j'ai appris le portugais. Ouais, très bien, très bien. On Mhm. va parler portugais à la fin de l'épisode, mais avant de parler ça, de parler en portugais, comment maintenir la maîtrise des langues aussi différentes que les danois et les portugais? Comment tu fais ça? Oui, alors la maîtrise d'une langue, bien sûr, c'est beaucoup de travail, arriver à maîtriser une langue, mais j'ai toujours dit aux gens que je trouve qu'encore plus difficile qu'arriver à la maîtriser, c'est de la maintenir. Parce que le maintien, en fait, c'est, c'est, il faut faire des efforts pour maintenir une langue. Parce qu'on peut perdre le niveau. On ne va pas complètement oublier la langue, mais on peut perdre le niveau et on peut perdre la facilité avec la langue et la fluidité.
Alors, effectivement, ça fait beaucoup partie comment je peux dire, de mes stratégies d'apprentissage de langue. Je pense beaucoup aussi à c'est quoi que je peux faire comme stratégie pour maintenir. Les stratégies que je te dirais les plus importantes, je vais sortir aussi mon cellulaire parce que j'ai une publication sur Instagram sur comment maintenir une langue que je vais utiliser comme Oui, référence. pas de problème. Euh, alors, je te dirais que comment maintenir une langue, c'est un peu similaire à comment améliorer une langue. Pas quand on est débutant. Quand on est débutant, c'est autre chose. On est beaucoup plus dans ce qui est actif. Mais quand on maintient une langue, je trouve que c'est un peu, on peut faire des choses similaires que ce qu'on fait quand on est au niveau intermédiaire et on veut arriver au niveau avancé. C'est-à-dire, c'est s'exposer énormément à la langue, être toujours en contact avec cette langue-là, la pratiquer très régulièrement. Alors, on peut faire ça pour améliorer une langue, mais on peut aussi faire ça pour maintenir une langue. Et la différence, selon moi, c'est juste combien de temps et d'énergie est-ce que tu vas mettre dans cette langue-là. Si c'est juste pour maintenir, tu ne mets pas autant d'énergie que si c'est pour perfectionner la langue. Alors, moi, quelques conseils que je donnerais, c'est d'écouter des séries et des films. Ça, c'est surtout pour la compréhension, pour garder encore l'habitude de comprendre la langue, la compréhension orale, de lire des livres et des articles, en fait, de la lecture en général, pour toujours être en contact avec le vocabulaire, pour ne pas Oui. oublier le vocabulaire. De visiter un pays, ça c'est sûr, Mhm. si tu as déjà appris la langue et là, tu es en train de la perdre un peu, ben, faire un petit voyage. Et ça, bien sûr, c'est pas toujours possible. Alors, quand c'est pas possible, c'est très, très, très possible de faire une bulle d'immersion dans sa propre ville. Mhm. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on peut, pour remplacer un voyage à l'étranger? On peut aller à des événements linguistiques, des événements Oui. de rencontres linguistiques où les gens peuvent pratiquer plein de langues. On peut avoir un échange linguistique régulier toutes les semaines avec quelqu'un et faire comme 30 minutes ou 45 minutes en français, 45 minutes dans une autre langue. Ça, c'est ce que je fais depuis très, très, très longtemps. Mhm. J'ai fait énormément d'échanges linguistiques. Alors ça, c'est une façon un peu d'être dans l'immersion et d'aller dans des restaurants. Par exemple, si tu vis dans une grande ville où il y a quand même beaucoup de communautés ethniques, à Mhm. Montréal, c'est très facile. Tu veux pratiquer ton espagnol, tu vas à un restaurant péruvien. Tu veux pratiquer ton allemand, tu vas à un restaurant allemand. Mhm. Alors, il y a beaucoup de façons d'avoir une immersion linguistique, même dans notre propre pays et dans son propre pays. Alors, c'est ça. Ça, c'est l'autre chose. Et un autre conseil que je donnerais, en fait, deux derniers conseils, ça serait euh, de prendre un cours avec un tuteur Mhm. ou d'avoir un échange linguistique. Alors, vraiment, parler à quelqu'un sur une Mhm. base régulière, surtout pour la grammaire, pour ne pas oublier la grammaire ou pour garder, consolider peut-être la grammaire. Et la dernière chose que j'ai mis, c'est de parler au moins une fois par semaine. Je pense que quand on parle déjà une langue Mhm. à un niveau quand même satisfaisant, à un niveau on est satisfait de notre niveau, pour garder ce niveau, je pense qu'il faut au moins être en contact avec la langue une fois par semaine. Oui. Peut-être que pour d'autres personnes, ça va être deux fois par semaine ou une fois par deux ou 2 semaines. Pour moi, je trouve qu'une fois par semaine, c'est suffisant. Avec le Mhm. danois, par exemple, je ne l'étudie plus. J'ai un niveau quand même avancé en danois. Je ne l'étudie plus, mais tous les jeudis, j'ai un échange linguistique avec une amie danoise et on parle en français et en danois. Ah, Et très c'est tous bien. les jeudis depuis 4 ans. Alors ça, c'est Et, comme ça que je est-ce maintiens qu'elle mon... habite au Québec Non, ou... elle habite au Danemark. Ouais, Ah, ouais, c'est ça. oui. Alors ça, c'est ça. Ça, c'est mes conseils. Désolé, c'est beaucoup de choses, mais Oui, oui. j'espère que les gens vont prendre des notes pendant que je parle parce que je parle beaucoup. Oui, très bien. C'est très bon conseil. Je pense que un de ces conseils-là, de regarder des séries, j'ai fait beaucoup. Et aussi pour, j'aime écouter des balados dans les langues que j'aimerais apprendre, comme les français. Et je pense que c'est très, c'est une chose très bien pour les gens qui, par exemple, j'ai, j'écoute les balados souvent dans les métros, quand je dois faire la vaisselle
des choses comme ça. Oui, non, c'est sûr que c'est encore mieux quand tu peux faire des choses en multitâche, hein, parce que Oui, oui. souvent, on a une vie occupée, on a beaucoup de choses à faire. Alors, si on est capable d'intégrer la langue pendant qu'on fait une activité ou une tâche quelconque, c'est encore mieux. Moi, j'écoute pas beaucoup de balados, j'en écoute quelques-unes, mais, euh, mais ce que j'écoute, c'est beaucoup de musique, en fait. Ah oui. Moi, et la musique, les gens s'en rendent pas compte, mais oui, bien sûr, quand tu écoutes une chanson dans une langue étrangère, c'est bien de regarder les paroles, de chercher les mots qu'on ne connaît pas, mais même de juste écouter la musique sans regarder les paroles, même ça, ça marche très bien. Par exemple, Oui. moi, quand je marche dans la rue, j'écoute presque toujours de la musique et c'est presque toujours de la musique dans des langues que j'apprends. Ah, J'écoute pas très bien. beaucoup de musique en anglais ou en français, en fait. C'est très drôle. Alors, les gens souvent me disent, est-ce que tu connais tel artiste Non, des je ne États-Unis ou connais tel pas. artiste du Québec? Et je suis comme, non. Puis là, ils disent, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Et là, je leur montre ma playlist de musique danoise. Oh, Alors, j'écoute beaucoup de musique en danois, en portugais, en espagnol, en italien, mais surtout en danois, en portugais et en espagnol, je dirais. Et ce qui est bien avec ça, c'est que tu, tu peux écouter la musique juste pour le plaisir d'écouter de la musique, mais tu peux aussi te concentrer sur les mots pendant que oui. tu marches. Tu peux écouter les paroles. Et moi, souvent, j'écoute les paroles. Et ce que j'adore, c'est que quand tu as écouté une chanson, après plusieurs années, peut-être que tu n'as pas tout compris les choses, tu n'as pas tout compris Oui, dans la oui, chanson, oui. mais après Même plusieurs années, même dans les langues maternelles. c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a tellement de différents accents, de différents argots, des Oui, oui. argots. Mais c'est ça, comme moi, ce qui m'est arrivé souvent, c'est que j'ai eu comme des moments d'épiphanie un peu avec la musique en danois ou en Mhm. portugais, que j'ai écouté la même chanson pendant 3 ans. Et c'est juste après 3 ans que j'ai dit, ah, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Et que là, tu dis, j'ai finalement compris la phrase. Euh, alors, je trouve que la répétition, c'est la meilleure chose, hein. Oui, oui. Si on écoute quelque chose beaucoup de fois, on finit par comprendre après plusieurs années. Comme par exemple, les séries, c'est la même chose. Il y a une série danoise que j'ai écoutée presque 10 fois. Mhm. Et c'est ma série danoise préférée. Et je l'ai écoutée plusieurs fois au début avec des sous-titres en français ou en anglais, après avec des sous-titres en danois, et plusieurs fois avec des sous-titres dans ma langue et plusieurs fois avec des sous-titres dans la langue cible. Et ensuite, j'ai écouté sans sous-titres. Mais c'était un processus Oui, pendant oui. plusieurs années. Mais maintenant, c'est fou de dire que si j'écoute l'épisode, le même épisode que j'ai écouté il y a 5 ans, maintenant je comprends 90% de ce que j'écoute. Et quand Oui, j'ai commencé, je comprenais 20%. Alors, oui, je trouve que c'est fascinant de voir ce progrès-là. Et je pense que c'est bien de retourner vers du contenu qu'on a déjà écouté si on aime. Bien sûr, pas du contenu qu'on trouve ennuyant. Il faut que ce soit du contenu qu'on apprécie. Mais moi, je trouve que répéter, 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 c'est la meilleure chose, que ce soit la musique ou les séries. oui, oui, très bien. Alors, Antoine, je sais que tu es aussi prof de langue. Tu, tu peux-tu parler sur ta méthode? Comment aides-tu les gens à apprendre une langue? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est sûr que ma méthode je dirais que c'est pas une seule méthode, j'ai ma méthode de base, mais après, je vais m'adapter selon les besoins de mes élèves. Des Mhm. fois, je fais même changer complètement de méthode si je vois que les élèves ont vraiment besoin de quelque chose de particulier. Mais c'est sûr que moi, peu importe avec qui je travaille, je me concentre beaucoup sur la communication et pratiquer la langue à l'extérieur des cours aussi. J'essaie vraiment de motiver, d'encourager mes élèves à créer vraiment une bulle d'immersion linguistique chez eux Mhm. et ne pas juste faire le minimum, c'est-à-dire de juste faire les devoirs, de venir en classe et de juste parler finalement avec le prof dans la langue, mais de parler avec d'autres gens, de chercher des opportunités pour utiliser la langue ou d'être exposé à la langue régulièrement. Mhm. Et aussi, je te dirais aussi que la base un peu de ma méthode de base, on va dire, c'est vraiment basé sur trois choses, sur les motifs linguistiques, sur la Mhm. comparaison et sur l'imitation.
Alors, je peux t'expliquer un peu ce que je veux dire. Mhm, Quand j'enseigne, j'essaie beaucoup de faire des liens avec la langue maternelle de la personne avec qui je travaille. Alors ça serait la comparaison. Alors, je vais comparer, si c'est par exemple un Brésilien, je vais comparer le portugais avec le français, euh, avec les motifs linguistiques. Ce que c'est de reconnaître des motifs, ou en anglais on dit des patterns, de reconnaître les motifs d'une langue. Un exemple concret, ça va être de savoir qu'en français, la terminaison T-I-O-N, mhm. ça se prononce Sion comme un S et Sion. pas Tion. Alors, Mhm, information, hein, c'est un T, mais ça se prononce ça. Et en anglais, alors un anglophone va dire information. Alors, il va dire le mhm, T-I-O-N comme un ch. Alors, je vais dire, OK, en anglais, si c'est la terminaison chen, je vais dire à mon élève qui est anglophone, c'est pas information ou information, c'est information. Alors, le T-I-O-N, c'est toujours un sion. mhm, Nation, information, etc. Alors ça serait comme des motifs linguistiques. J'utilise beaucoup les motifs comme ça pour que les gens reconnaissent, OK, si c'est comme ça en anglais, c'est comme ça en français et comment ça se mhm, prononce. Même chose, alors on peut faire la même chose avec le portugais, avec information. Alors le son en français devient sion. mhm, Euh, Ça, c'est une autre chose quand même de base dans mes cours. Et aussi, la dernière chose, ce serait l'imitation. Alors, de vraiment pousser mes élèves à imiter la mélodie et la prononciation, le rythme de la langue. Et ça, c'est souvent à travers des films, des séries, de la musique, de parler à voix haute, en fait, non pas de parler à voix haute, de lire à voix haute. Alors, quand on veut lire à la maison, de toujours lire à voix haute, de ne pas lire juste dans la tête, mais de vraiment lire et enregistrer sa voix. Alors, ça, mhm, c'est vraiment très important. Je trouve que c'est quelque chose que tout le monde doit faire en apprenant une langue. Il faut vraiment imiter. Ouais. mhm. Oui, oui, C'est oui. ça. C'est Ça, bien. ça serait pour résumer un peu. Ouais. Mhm. Et comment tu fais pour aider les gens à apprendre, par exemple, si il y a un élève qui veut apprendre les français québécois, comment tu fais pour l'enseigner, les français québécois? Qu'est-ce que tu fais pour aider les gens avec les français québécois? Oui, c'est une question intéressante parce qu'en fait, moi, vu que je suis québécois, le seul français que je sais enseigner, c'est le français Mhm, québécois. Alors, bien sûr, je connais des fois les expressions de France ou des façons de parler un peu de l'Europe, mais moi, c'est sûr que juste en enseignant par défaut, c'est le français québécois que j'enseigne. Tu comprends? mhm, Alors, c'est sûr que les élèves, ils vont m'entendre moi avec mon accent québécois, ils vont imiter, ils vont m'avoir moi comme modèle. Alors, ça va être déjà pour imiter la prononciation, c'est déjà par défaut, c'est le québécois. mhm, Mais pour aider mes élèves avec, je sais pas, la pratique à la maison avec l'accent québécois, c'est sûr que moi, je vais toujours proposer d'utiliser en fait, de consommer beaucoup de contenu québécois. Alors, je vais leur montrer des vidéos YouTube, je vais leur partager aussi des chaînes YouTube d'enseignement du français québécois. mhm. Comme moi, ma chaîne YouTube préférée pour le français québécois, et je pense que tu connais, c'est Ma prof de français. Oui, C'est oui. Geneviève, ma prof de français. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment c'est presque une révolution de l'enseignement du français québécois à sa chaîne parce que avant sa chaîne, en fait, il y avait tellement peu de choses qui se faisaient pour le français québécois. Il y a Et aussi One. peut-être, je pense que tu peux peut-être commencer un balado en français québécois parce que j'ai déjà cherché sur les Google Podcasts un balado en français québécois et je n'ai trouvé Ah, ben rien. il y en a un. Il y en a un. Hein? Oui, oui, j'ai une amie qui fait des balados en français Oui, oui, québécois. c'est la Fleur d'Élys. Oui, C'est... exactement. Oui, Exactement. oui, mais elle a arrêté, je pense, Oui, elle a arrêté. Alors, d'enregistrer des nouvelles. t'as déjà tout écouté, c'est ça? Oui, oui. Mais Oui, j'aimerais avoir un balado pour l'apprenant des Français oui, c'est québécois. vrai, ça serait une Ça bonne va idée. être très,
une très bonne idée. Et surtout que les balados, c'est vraiment à la mode maintenant, hein. Les gens Oui. apprécient beaucoup les balados, alors ça serait effectivement une très bonne idée. Alors Mhm. peut-être pour un futur projet, là maintenant, c'est sûr que j'ai plein de projets, alors c'est pas quelque chose que je commencerai bientôt, mais peut-être l'année prochaine, on ne sait jamais. Oui. Non, effectivement. Alors les, le défi principal avec le français québécois, c'est le manque de ressources finalement, parce que si tu Mhm. compares avec le français de France, il y a vraiment beaucoup moins de ressources pour le français québécois. Oui, oui. Euh, mais il y en a des bonnes, c'est juste qu'il faut les trouver. Et je pense que c'est ça. Mais en fait, peut-être qu'il faudrait que j'innove un peu plus aussi parce que j'ai des amis profs de français québécois et on devrait faire plus de trucs, en fait. On devrait créer plus de contenu parce qu'effectivement, il y a encore il y a quand même beaucoup de travail à faire pour avoir plus accès à du français, de l'enseignement du français québécois. Oui, oui, oui. Et j'aime bien l'accent québécois et aussi parce que, je ne sais pas, quand j'ai parlé avec Patricia, je pense qu'elle a les mêmes, les mêmes façons de penser que beaucoup de Brésiliens. Et pour moi, cette connexion que tu as avec les gens dans notre pays, c'est très bon pour penser que la langue qu'ils parlent sont mieux et tu Oui, peux apprendre mieux les langues. oui, 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 mais c'est ça, c'est que, en fait, quand on a ce contact avec la culture à travers des personnes en particulier, ça, ça nous motive et ça nous donne aussi comme comment je peux expliquer, une, on a c'est ça, cette connexion, comme tu dis. oui, oui. Alors, moi, c'est la même chose. Tu sais, il y a plein de gens qui m'ont dit énormément de fois que, selon eux, le danois, c'était une langue moche. C'était laid, le danois. Et moi, j'adore le danois. C'est une de mes langues préférées. Et j'ai même, dans le passé, j'ai presque commencé à croire quand les gens n'arrêtaient pas de dire le danois, c'est pas beau, c'est pas une belle langue. Mais quand j'ai commencé mon échange linguistique avec mon ami avec qui je parle à chaque semaine depuis 4 ans, Mhm. j'ai complètement oublié tous les préjugés que les gens avaient sur le danois. J'ai complètement ignoré tout ça et j'ai dit non, tu sais quoi? J'adore cette langue parce que j'avais cette personne avec qui j'avais une très belle amitié et on avait des belles conversations et je sentais que comme on se comprenait et juste d'avoir cette connexion avec une personne du Danemark, après toute la négativité que les gens me disaient, ah, le Danemark, le Danois, c'est inutile, c'est ci, c'est Tu ça. ne penses pas ça. Je ne pense plus à ça. Je pense juste à, bien sûr que je vais continuer à apprendre le danois parce que j'adore Oui, parler avec mon amie danoise. Alors oui, je pense qu'on a un peu en commun ce côté-là, Diego, que les amitiés, ça nous motive hein, à oui, parler oui. la langue. J'aime beaucoup regarder tes vidéos au Instagram. Mhm. Oui. Ah, Parce merci. que c'est une autre façon d'améliorer mon français. Et aussi, par exemple, quand je pense à parler en anglais, j'ai des amis anglophones aussi. Et Peter, par exemple, qui était ici chez moi. Il est des États-Unis et j'ai parlé beaucoup en anglais avec il. Et ça a été très, très amusant, un moment très amusant avec il, Avec lui, avec lui. avec lui, oui, Mhm. Ouais, non, c'est oui. ça, c'est super, c'est super. En fait, il y a un de mes élèves qui m'a dit ça et j'ai trouvé ça vraiment bien. Un de mes élèves m'a dit, si j'ai comme des échanges linguistiques ou des groupes, des meet-up, des événements linguistiques ou des personnes avec qui pratiquer Mhm, la langue devient quelque chose de concret, quelque chose de mhm, réel. oui. Et quand tu n'as pas ce contact-là avec des gens, c'est comme si la langue, c'était juste quelque chose dans un livre. C'était pas la vraie vie. Oui, oui. Alors, j'ai vraiment aimé quand un de mes élèves de français m'a dit ça. Il dit, Antoine, euh, quand j'ai voyagé au Québec, la langue devenait réelle, la langue devenait du concret. Et aussi quand j'ai commencé mon groupe de conversation, parce qu'il prend des cours avec moi, mais il fait aussi, il a pris l'initiative de créer son propre groupe
de meet-up pour le français. Et parce que lui, il habite pas au Québec, il habite en Ontario, dans une Mhm. province anglophone. Alors, il doit aller chercher des gens. Et alors, depuis qu'il a commencé ça aussi, il m'a dit maintenant, la langue est quelque chose de plus concret, de plus réel, de plus vrai, parce que j'ai des gens avec qui l'utiliser. Oui, Et ça, je trouve que c'est très important. oui, oui. Très bien. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite apprendre une nouvelle langue? Pourriez-vous nommer trois conseils? Ouais. Alors, en passant, Diego, tu peux me tutoyer, hein? Vous, Oui, c'est. oui, Je me sens pardon, comme un. pardon, pardon. J'ai écrit les Les- scripts et j'ai Oui, pensé. en vous voyant, c'est correct, je comprends. Oui. Alors, oui, alors j'ai déjà noté quelques conseils ici que je voulais mentionner. Mhm, Le premier conseil, je dirais, c'est de travailler toutes les compétences. Ça, il y a beaucoup mhm. de gens qui ne pensent pas à faire ça. Oui. C'est-à-dire ils font juste de la lecture et après ils se disent, mais pourquoi je ne suis pas bon pour parler? Parce que tu fais juste lire. Mhm, Ou quelqu'un qui dit, ah, je sais très bien parler, mais je ne sais pas écrire. Ben, est-ce que tu pratiques l'écrit? mhm, Et voilà la réponse. Alors, vraiment, travailler toutes les compétences, c'est-à-dire la lecture, l'écriture, l'expression orale et la compréhension orale. Si tu ne fais pas toutes les compétences, ben, c'est clair que tu vas avoir des compétences qui vont être moins bonnes. Si mhm. tu veux avoir un niveau assez uniforme dans toutes les compétences, il faut travailler toutes les compétences de manière plus ou moins égale. Oui. Selon moi, c'est ce que j'essaie de toujours de faire. J'écris, je lis, je parle et Mhm. j'écoute. Très bien. La deuxième chose, c'est d'utiliser des dictionnaires bilingues. Pourquoi c'est peut-être étrange comme conseil, mais la raison que j'ai mentionné ça, c'est que dans le passé, j'ai eu beaucoup d'élèves qui m'ont dit, Antoine, utiliser des dictionnaires bilingues, c'est mauvais, non? Et je dis, pourquoi tu penses que c'est mauvais? Ah, parce que tu penses dans ta langue maternelle. Et je dis, non, 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 non. Parce que quand on commence une langue, on ne pense pas automatiquement dans la Oui, nouvelle oui. langue. On peut pas, c'est pas comme la première journée qu'on commence le japonais, on pense en japonais. Impossible. Oui, Ça c'est prend du là. temps à développer la pensée dans cette langue-là. Alors, au début, c'est normal de traduire avec un dictionnaire bilingue. Imagine que tu es débutant en japonais. Je te donne le japonais parce que c'est un cas extrême pour les Mhm, Occidentaux. Imagine que tu dois apprendre le japonais et on te dit que tu n'as pas le droit d'utiliser un dictionnaire bilingue parce que c'est tricher. C'est comme tu n'es pas en train de vraiment t'immerger, tu es en train de regarder ta langue. Comment tu es supposé comprendre un mot japonais? OK, tu dis qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Et après, tu as la définition en japonais. Mais tu ne parles pas encore japonais. Comment tu oui. veux comprendre la définition? Alors, il y a des Difficile. gens. Oui, exactement. Alors, j'ai beaucoup de gens que selon moi, c'est un mythe. C'est un mythe Mhm. de l'apprentissage des langues. J'ai beaucoup de gens qui me disent non, il faut absolument utiliser des dictionnaires unilingues, même à partir du début. Comment? Comment Moi, j'ai déjà. si tu n'entends pas la langue? Exactement. Et en fait, aussi, ce qui s'est passé dans mon cas, quand j'avais déjà écouté ce mythe dans le passé, il y a plusieurs années, là, j'ai arrêté Mhm, parce que j'ai compris il y a très longtemps que ce n'était pas vrai. Mais j'ai déjà pris ce conseil, ce faux conseil. Et ce qui s'est passé, c'est que des fois, j'évitais d'aller dans des dictionnaires bilingues parce que je pensais que c'était oh non, je vais traduire vers ma langue, c'est pas bien. Et ce qui se passait, c'est que je regardais la définition dans la langue que j'apprenais. Je ne comprenais pas à 100% la définition que je lisais. Et qu'est-ce qui se passait, c'est que j'interprétais mal la définition. Et après, je pensais que le mot voulait dire quelque chose de différent de ce que ça voulait vraiment dire. Et pendant des années, j'utilisais ce mot-là avec un mauvais sens, mhm, dans un mauvais contexte. Et là, j'ai compris les dictionnaires bilingues à tout niveau, même mhm, avancé. Moi, là, je suis bon en portugais, mais je continue à regarder des dictionnaires. Moi, c'est espagnol-portugais parce que j'ai utilisé mhm, l'espagnol pour m'aider à accéder au portugais. Alors, mhm, je continue à regarder des définitions portugais-espagnol. mhm. Et il y a des gens qui vont dire, Antoine, pourquoi tu continues à faire ça si tu parles déjà très couramment le portugais? Parce qu'il y a des mots que je ne connais pas et je ne peux pas deviner c'est quoi. Mhm. J'ai besoin de la traduction. Alors, ça, c'est mon deuxième conseil. Et mon dernier conseil, c'est de pratiquer la langue avec un prof ou un partenaire linguistique Mhm. régulièrement. C'est ça. Oui, très bien, très bien. Et maintenant, on va changer au portugais.
Legal de ter você aqui conosco, Antoine. Foi bem legal o episódio. Espero que eu não tenha cometido muitos erros em francês. Sem problemas. E, e agora a gente vai para o momento cultural, que a gente, ao fim dos nossos episódios, a gente sempre pede ao nosso convidado que recomende um livro, um filme ou alguma coisa ligada à cultura Uhum, aos nossos ouvintes. Então, você poderia, recomendar algo aos nossos ouvintes? claro. Então, o livro que eu escolhi é Manika Netzich, Petite Marguerite, que é Uhum, um romance escrito pela autora Naomi Fontaine. uhum, E ela é uma autora indígena do Quebec, que escreve em francês. E eu gosto muito do estilo de escrita dela, porque é, é muito ligeiro, mas é também muito profundo. uhum. E, e também ela fala de alguns assuntos que muitas pessoas também do Esquecem. Quebec não pensam, né? Ela Sim. fala da realidade dos indígenas, mas de uma forma muito criativa e muito bonito. É um livro que eu recomendo muito, Manika Netish, a Petite Marguerite. Se você quiser, eu posso te mandar depois Você o. manda Aham, por escrito aí que a gente coloca nas nossas redes sociais e também na uhum, descrição desse episódio as pessoas podem buscar claro, por esse livro. claro. E É, uma das razões que eu gosto também desse livro é que a personagem principal é uma professora de francês. E eu sou professor de francês, então eu tenho legal. também esse vínculo, né? Uhum. Então, essa era a recomendação de livro, e eu Uhum. tenho uma recomendação também de filmes. Então, não é um só filme, Certo. como falar, um diretor de filme, diretor, não sei se é a palavra certa, Diretor. sim, que é Xavier Dolan. Uhum. E Xavier Dolan é um diretor do Quebec muito conhecido e é um dos diretores mais jovens também Uhum. do cinema quebecois. E é muito bom. Tudo que ele faz eu acho bem legal. Fala um pouco da E cultura do Quebec também. fala muito sobre a cultura do Uhum. Quebec. Eu diria que é uma boa representação, um pouco de. Tem muitas expressões do Quebec, tem muita. É bem interessante. Não sei como explicar. Não quero explicar de jeito errado e depois vocês Sim, não sim. gostariam de. Não, é melhor dar uma olhada mesmo. Ah, ok, legal. E o teu português é excelente, viu? Obrigado. Parabéns pela seu esforço no português e obrigado pelas dicas. Eu acho que os nossos ouvintes vão adorar. Eu mesmo já estou assim louco para buscar por esse livro, porque inclusive aqui no Brasil, muitas vezes a gente quando vai falar dos indígenas a gente não conhece muito a sua história e hoje em dia a gente até fala de uma forma diferente. Por exemplo, a gente não chama só índios, a gente diz povos originários, porque já estavam no Brasil antes mesmo de os portugueses terem chegado ao Brasil. Então, por isso que a gente chama hoje em dia povos Uhum, originários, né? E é uma coisa que para mim eu acho que mesmo no Brasil, os brasileiros conhecem pouco sobre a história dos povos originários e eu acho que seria interessante a gente conhecer um pouco mais sobre a história dos povos claro, originários do Quebec. claro. É uma boa ideia aí também. No meu caso, por exemplo, eu comecei a pesquisar sobre Guarani, Tupi-Guarani, no Brasil, né? Essas coisas. Porque eu acho que é importante também saber dessa história também, não só da Sim, história europeia do país, né? A sim, mesma tem coisa muitas aqui. palavras que depois que eu vi um episódio aqui do podcast que eu não havia participado, mas eu ouvi o episódio. Eu passei a observar algumas palavras do português brasileiro que agora algumas palavras assim eu penso, essa palavra parece muito com Tupi-Guarani, deve ser de origem Tupi-Guarani quando eu vou Uhum. buscar. É.
Então, É interessante isso. Eu gosto muito legal, de etimologia em geral, saber de onde vem a raiz de uma palavra, essas coisas. Acho bem interessante. legal. Pois, Antônio, agora é o espaço para você vender o seu peixe, como a gente diz no Brasil, você falar um pouco mais do seu trabalho e divulgue aí suas redes sociais e desde já eu agradeço a sua participação nesse episódio. Muito obrigado, Diego. Então, vocês podem me seguir no Insta. Eu tenho uma conta que eu tento fazer conteúdo interessante em várias línguas, sobretudo para o francês do Quebec, mas também tem alguns conteúdos em espanhol, em português e outras línguas. Ah, e eu não tenho um YouTube muito ativo, mas eu gostaria de recomeçar a fazer um pouco mais de vídeos no YouTube, não sei Uhum, quando. E, hum, e tem tem minha página, né, meu site de ensino, que é o polyglottingwithantoine.com, uhum, que é uhum. polyglotting como um verbo, polyglotting. Então, eu não sei como É, seria. poliglotando, sei lá. É isso, poliglotando, tipo, assim. Mas tudo isso de qualquer jeito tá no meu Insta. Vocês podem achar meu site de ensino também, se vocês, se vocês ah, Se interessar. se interessarem em aprender francês, inglês ou espanhol, porque eu Uhum. ensino essas três línguas, o francês, o inglês e o espanhol. E eu gosto muito de ensinar, eu adoro ensinar, então para mim é realmente não é um trabalho, é realmente uma paixão. Uma Eu diversão tenho também, né? é uma diversão e por isso eu sempre falo para as pessoas que eu tenho muita sorte de ter esse tipo de trabalho, que muitas pessoas trabalham numa coisa que não, sabe, que é só para ter dinheiro Sim. e eles não se interessam realmente no que eles fazem. No meu caso, eu tenho muita sorte de ter essa paixão pelo trabalho que eu faço. Então é isso. Legal, legal. E como é que te acha lá no Instagram? Polyglotting, como se fala? É underline? Underscore. Underline. A gente chama Underline. underline, a gente chama underline no português. Ok. Polyglotting, underline, with, underline, Antoine. É, é isso, né? É isso. Valeu, valeu, Antoine. Obrigado por estar conosco aqui no Diverse Língua. E você que está ouvindo esse episódio eu não sei se o Antoine vai permitir. Permite estar no YouTube também, o vídeo? Permito. Permito. Então pronto, já está no YouTube também. Então não esqueça, pessoal, de seguir a gente nas nossas redes sociais e de favoritar a gente, de deixar um comentário no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Então, recomende o nosso episódio, isso fortalece o nosso trabalho. Se você está ouvindo a gente ou assistindo no YouTube, deixe o like, faça comentários. E se quiser sugerir pautas para o Diverse Língua, é só nos enviar um e-mail para diverselingua@gmail.com, ok? Obrigado, Antônio, mais uma vez, e desejo sucesso na sua caminhada como professor e que você tenha muito sucesso ensinando os seus alunos. E quem sabe a gente pode uma outra vez ter você aqui no nosso podcast em um outro episódio para falar de um outro assunto, porque eu adorei o nosso episódio hoje. Eu também adorei. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Antônio. Até já, pessoal.